Une semaine d'actualité politique nationale qui se décrypte sur ESAE TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre à nouveau le rendez-vous hebdomadaire de votre émission Info Hebdo. Des affirmations du directeur général de la SBE sur les consommations énergétiques de Bébécom SA ont partagé les gros titres tout au long de cette semaine écoulée. En effet, selon Laurent Tossou, directeur général de la société béninoise d'énergie électrique SBE, la société BL Bénin Communication doit plus d'1,5 milliard de francs CFA. La SBE entend traduire l'opérateur GSM devant les juridictions pour le recouvrement de ses créances, mais aussi pour exiger la réparation des préjudices que lui a causé Bébécom en faisant des interventions frauduleuses sur 16 installations. Le capitaine des eaux et forêts, Patrice Tréco, a été mis aux arrêts de rigueur ce mardi 5 septembre 2017 par sa hiérarchie pour avoir effectué sur une télévision nationale des déclarations sans fondement. En effet, dimanche dernier, le secrétaire général du syndicat national des eaux, forêts et chasse au sujet du transfert de la gestion du parc de la Penjari APN a affirmé qu'un réseau de mafias s'installe pour détourner des ressources du parc concerné. Pour lui, les arguments avancés par le gouvernement pour céder le parc Penjari à l'ONG APN sont loin d'aller dans le sens de l'amélioration de sa gestion et de la préservation de ses réserves. Et le retrait des agents des eaux et forêts de la gestion de ce parc serait très préjudiciable pour ce patrimoine naturel qui fait la fierté du Bénin dans la sous-région et dans le monde. Rachid Gbadamansi, l'un des leaders charismatiques des FCBE sous les régimes du changement et de la refondation, a effectué une conférence de presse dans laquelle il a qualifié la gestion de l'ancien président Thomas Boniaï de catastrophique avec une gestion clanique qui a connu de grands scandales financiers. 3 sujets à débattre en 45 minutes d'émission. Et ce jour, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous Agapit Maforican. Il est consultant médias en communication et également éditorialiste. Nous recevons également pour vous ce jour Apollo Emerico Adjovi, journaliste au quotidien Le Matinal. Sans plus tarder, on le retrouve pour le décryptage. Comme je l'ai annoncé à l'entame de cette émission, le décryptage de ce jour se fera avec Agapit Maforican. Agapit, bonjour. Bonjour, Kader. Vous êtes consultant média et éditorialiste. Merci d'avoir répondu. Un plaisir. Vous êtes en face de Apollo Emerico Adjovi. Bonjour. Bonjour. Journaliste au quotidien Le Matinal. C'est un plaisir pour moi. Alors, monsieur Maforican Agapit, alors quelle lecture faites-vous de l'affaire Bébécom SA qui oppose Bébécom, associé Bébécom à SBE? Disons que j'ai une position un peu partisane sur ce dossier, puisque je travaille notamment sur le volet média avec M. Chalet. Donc j'ai une position assez particulièrement partisane, mais il doit dire que j'ai une lecture également citoyenne du dossier. C'est-à-dire que il faut avoir le courage de constater que l'État a fait une très mauvaise gestion de l'opérateur de téléphonie cellulaire depuis 2000, une très mauvaise gestion, qui a fait qu'au moment où l'État décide de prendre le secteur en main et de le viabiliser, donc avec une des règles plus efficaces, il aura encore fallu mettre en place des outils d'aide aux entreprises, ce qui n'est pas le cas. Quand on prend le cas Bébécom, voilà une entreprise qui a été à 3 fois, qui a eu 3 licences différentes en 2000. D'abord, il devait payer 1,2 milliard. Ensuite, en 2004, devant payer 5 milliards, toujours pour la même licence. En 2007, devant payer 30 milliards, toujours pour la même licence. Alors qu'en 2000, c'était 15 ans de durée, 15 ans imprescriptibles. En 2004, on a ramené à 10 ans, 10 ans imprescriptibles. En 2007, on a ramené. Donc, vous voyez, quand une entreprise est aussi malmenée, et que c'est une entreprise locale, qui n'a pas de capitaux étrangers, c'est difficile. Les autres ont tenu. Mais c'est qui les autres? Même Libercom, qui est l'entreprise de téléphonie de l'État, n'a pas pu tenir, n'a pas suivi du tout. Et c'est parce que c'est pour l'État que nous n'entendons pas beaucoup de choses. Mais Bébécom est un privé. Les autres ont dû céder régulièrement les parts ou vendre carrément. Donc, par exemple, il y a le réseau Move. N'était pas Move au départ, c'était Télécel. Le réseau MTN n'était pas MTN, c'était Benencel. C'est passé à Reba, c'est passé tout simplement parce que, vu la pression, ils sont obligés de céder les parts. Donc, ce qui se passe, c'est que non seulement en 2007, on a augmenté les taux de licence, mais on a encore amené un nouvel opérateur sur un marché déjà totalement exigu. Et du coup, un petit Bénin, avec en 2007, 6,5 millions d'habitants, avait 5 opérateurs de téléphonie mobile. C'était trop. C'est trop au moment où le Sénégal n'en avait que 3. Donc, c'est pour dire que l'État a une très mauvaise politique. Et justement, par rapport à Bébécom, l'État a également une très mauvaise politique, puisqu'il n'y a que, même
en 2016, l'État autorisait la vente, l'octroi, la cession de 90% des parts d'action à un investisseur étranger. Et à partir de ce moment-là, l'investisseur était censé payer les dettes de BBCOM sur les créanciers, notamment les quelques 100 millions, les quelques milliards, 1 milliard ou enfin 950 millions de créances vis-à-vis de la SBE, par exemple. Donc, l'investisseur, l'État n'a pas facilité son installation également. Donc, l'un dans l'autre, si on doit rentrer dans les effets, les causes de la situation en BBCOM, il serait trop facile de ne s'en prendre qu'à un individu, comme on l'a vu avec des gros titres ces dernières semaines. C'est pour ça que je dis qu'il y a une lecture citoyenne, et si on rentre dans la gestion des GSM, je pense que l'État doit être tenu responsable de la situation que nous constatons aujourd'hui. Alors avant de revenir, à Paul Emerico, alors cette situation, quelle lecture vous en faites vous? Non, moi je voudrais, pour parler du cas du litige entre la SBE et puis BBCOM, j'ai suivi la sortie du DG de la SBE qui reprochait qu'on appelle l'opérateur GSM BBCOM d'avoir lancé des opérations de vice sur ces installations électriques. Et je crois, comme l'a dit Agapi, qu'effectivement, parce que le DG lui-même a reconnu que certainement qu'il y a des complicités au sein de son entreprise et qui va donc situer la responsabilité. Et l'opérateur économique, le promoteur Issa Salifou, il est sorti sur une télévision de la place, donc il est venu donc apporter sa part de vérité sur le sujet. Et tout en disant que non, que ce n'est pas de sa personne qu'il s'agit, mais que c'est de BBCOM. Mais sa personne est, qu'on appelle plus ou moins, j'allais dire, confondue avec BBCOM, puisque c'est lui le promoteur. Et donc, puisque même le DG de la SBE a dit que quoi, les compteurs portent le nom de Issa Salifou et non le nom de BBCOM. Donc, il n'y a que à sa personne qu'on peut s'en prendre, parce que c'est quoi? Le contrat avec la SBE, c'est lui qui a signé. Puisque le DG a dit que les polices portent le nom de Issa Salifou. Oui. Donc, lui étant le promoteur, donc il doit pouvoir donc faire face à ces problèmes soulevés par le DG et la SBE. Oui. Et puis, il faut remonter un peu. C'est vrai qu'Agapi disait tantôt qu'il y a comme une cabale contre un individu, en l'occurrence le député Salé. Mais oui, justement, pourquoi en est-on arrivé là? C'est parce que justement, un conseil des ministres a procédé à une révocation de la licence de BBCOM. Et on a suivi dans les médias que l'intéressé, je vais nommer Salé, il y a eu une campagne de communication, donc il a voulu se défendre, ce qui est tout à fait normal, c'est de son droit de se défendre. Donc il y a eu un certain nombre d'éléments ou d'informations qui ont été vraiment diffusées dans les médias. Donc il était donc du devoir de celui qui a révoqué, donc d'apporter également sa perte de vérité, comme quoi l'opérateur économique n'a pas respecté les dispositions du cahier de charges. On a parlé de redevance comme on appelle-t-on, de près de 6 milliards, non-paiement de sa contrepartie financière en ce qui concerne la licence. On a parlé également de non-paiement de la redevance de 12 milliards qu'il doit payer au titre de sa licence, et également qu'il reste devoir aux autres opérateurs économiques, puisque c'est quoi? De mon téléphone BBCOM, je peux appeler également un autre réseau GSM. Donc, comment ils ont leur thème là. Donc, près de 2 milliards et demi que BBCOM doit et que BBCOM n'a pas payé. Autant de choses qui constituent donc des violations des dispositions du cahier de charges. Et donc, la personne qui est l'OTO et qu'on appelle... Est-ce que vous ne voyez pas à votre niveau, qu'à un niveau, à un moment donné, l'État n'a pas pu quand même accompagner cette société qui est quand même pour un national? Non, disons-nous la vérité. Je n'ai rien contre l'opérateur Issa Salifou. Mais j'ai constaté, je le connais très bien, il me connaît aussi. Je crois qu'il faut qu'on rompt avec, comment dit-on, le chantage politique. Il faut qu'on rompt. Je crois que ce monsieur, tout le temps, il a évolué sur ce terrain-là. Avec le régime Kérékou, avec le régime Yahi Boni, avec la création de G13 à l'époque. Souvenez-vous, en 2008, le président Yahi Boni avait demandé la levée de l'immunité parlementaire de ce député-là. Parce que justement, il y avait des choses qui n'allaient pas. Et juste après la demande du chef de l'État, il y a eu la création du G13. Donc on a agité tout le temps à Yahi Boni pour l'empêcher d'aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, nous sommes dans la rupture. Et la rupture, de mon point de vue, le concept est qu'il faut rompre avec les vieilles habitudes. Donc le chantage politique, il faut que les gens sachent, il faut rompre avec ça là. Si vous avez signé un contrat avec l'État, donc qui nous représente nous tous, et que dans ce qu'on appelle cette signature de contrat, il y a des obligations à respecter, je crois qu'il faut s'en tenir là. Il faut rester citoyen,
et donc respectez vos obligations. Si vous ne les respectez pas et que celui qui a signé le contrat avec vous, l'État, prend cette responsabilité, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Je crois que c'est ce qui se passe aujourd'hui avec Issa Salifou. Alors, Agapit Maforika, est-ce qu'aujourd'hui, puisque la SB l'a déjà évoqué qu'il veut le poursuivre devant la juridiction, mais est-ce que si Bébécom devait répondre devant la juridiction, est-ce que Issa Salifou pourrait se présenter? Moi, je ne réponds pas à cette question. Moi, je pense que ça, c'est la justice. Donc, mais en tant que député à l'Assemblée nationale... C'est la sortie du DG qui était inopportune. Il faut dire les choses par là. Voilà un directeur général d'une société. Il n'est même pas en hiérarchie, il est en tutelle. Et il accourt, alors qu'il y a une polémique déjà sur le terrain, il accourt pour dire, oui, voilà, d'abord il débarque dans les locaux de Bébécom la nuit. Hein? C'est de savoir, est-ce qu'on peut débarquer chez vous avec caméra, avec la nuit, ou vous dire, je veux visiter les installations. C'est pas normal. Est-ce qu'on peut débarquer chez lui la nuit pour le faire? C'est pas normal. Je pense qu'il aurait dû le faire en plein jour. Par exemple, même les perquisitions sont plafonnés à une certaine heure. Donc, le fait de débarquer la nuit, avec caméra, avec un collaborateur pour dire qu'il veut visiter, est déjà suspect. Ensuite, il n'a même pas pris le temps de faire un minimum d'enquête à l'intérieur. Quand même, si les comptes n'ont pas été relevés, c'est pas la faute de l'agent. Si les comptes ont été manipulés, c'est pas la faute des agents du client. Si les compteurs n'ont pas été relevés, ce n'est pas la faute du client. Si les compteurs ont été manipulés, il faut que des gens qui maîtrisent. Donc il ne fait pas le travail à son propre niveau et il débat. Il est incompétent. Moi, je pense qu'il faut le dire. Il est incompétent. Je pense que les deux choses, soit il est incompétent, soit il répond à des ordres. Et moi, je ne veux pas faire des affirmations gratuites. Donc je préfère dire qu'il est incompétent. Parce que le management d'une entreprise ne se fera de cette manière-là. Il est au service de la nation, de l'État. La SBE est une société d'État. Donc ce n'est pas sa société pour son entreprise. Donc ça, c'est la première chose. Donc, s'il y a des affaires qui doivent aller au tribunal, moi je ne rentre pas dedans parce que la justice, elle a ses procédures et si quelqu'un doit se présenter, il doit pouvoir se présenter. Mais, comme l'a dit le député Saleh, il ne faut pas confondre une entreprise, une société, une personne morale et une personne physique. Mais là encore, l'État, la justice, c'est bien fait ces choses et moi je n'ai pas envie de rentrer. Ce que je voulais dire par rapport à, par rapport à l'entreprise elle-même. Non. C'est vrai, mais c'est l'État. Vous savez, il y a une formule en droit qui dit que lui ne peut se prévaloir sa propre turpitude. L'État s'est trop amusé sur ce secteur et aujourd'hui on s'en prend à un individu. Si vous jouez avec le feu, si vous jouez avec un chien, si vous jouez avec un animal sauvage et l'animal vous mord et après vous dites que l'animal est en cause, il faut le tuer. Non, si vous allez dans la jungle sans prendre vos précautions, vous ne pouvez pas aujourd'hui commencer par crier. Oh, ce qui s'est passé, regardez, je vous ai dit 2000, une première convention, 1,2 milliard. 2000, durée 15 ans. 2004, une seconde convention, une deuxième convention, 5 milliards payés, dont 2 milliards sur le champ. Et on ramène à 10 ans. 2007, une autre convention, 10 ans, 30 milliards payés, dont la moitié sur le champ. Mais une entreprise ne fonctionne pas comme ça. Et pourtant, quand on parle de montant des licences, on ne parle même pas des autres coûts. Et plein de surcoûts au fur et à mesure que les conventions sont signées. Et Bébécom était le seul en 2007 à verser sur le champ ces sous-là. On parle des autres créances. Mais l'État savait qu'il y avait ces dettes au moment où on autorisait la société à changer de concessionnaire, à changer d'actionnaire. On l'a autorisé en 2016. Et ça a été, la procédure a été finalisée en octobre 2016. Donc on savait, il y a eu une société étrangère, parce que l'entreprise qui a pris les 90% des parts d'action de Bébécom a fait réaliser un audit international par une cabinet international KPMG, qui est une société bien connue, mais qui a dressé toutes les dettes et a écrit à tous les créanciers pour dire de confirmer. La SBE n'a même pas d'ailleurs confirmé. Donc, ça veut dire que les dettes sont connues, toutes les dettes que le Conseil des ministres a listées sont connues. L'ARCEP qui a validé la vente connaissait toute cette situation, connaissait le business plan, connaissait l'audit, a autorisé. Mais une fois on a vendu, on a bloqué que l'actionnaire vienne prendre possession alors que l'actionnaire a pris l'engagement de payer toutes les dettes et de restructurer l'entreprise. Donc, ce dont il est question aujourd'hui, ce n'est pas tant que l'État a laissé les dettes s'accumuler, c'est son problème et l'État est en faute. Mais est-ce qu'il y a un niveau de quand même mauvaise foi? Parce que quand vous constatez quand même que les installations sont en panne, est-ce qu'on n'est pas allé se plaindre au niveau de la direction générale de la SBE pour relever cette incohérence? Je vais répondre à cette question, mais laissez-moi finir. Donc l'État a, c'est que il y a toutes ces dettes, l'État a laissé. L'État a autorisé
qui est vente. Maintenant, le gars vend et le vendeur, l'acheteur dit je vais payer toutes les dettes. Maintenant, vous ciblez la licence. Comment vous voulez recevoir les dettes? Et le DG dit on me doit 1 milliard. Mais comment on va payer les milliards? Quand la personne qui vous doit, vous lui retirez la licence, donc elle ne doit plus exister. Mais il y a quelque chose d'incompétent là. Donc, ça c'est ça. Maintenant, par rapport... Oui, il y a quelque chose totalement d'incompétent à ce niveau-là. J'ai dit que la sortie du DG est inopportune. Elle n'aurait pas dû exister. Et ce DG aurait dû réfléchir avant de sortir. Maintenant, par rapport à la question que vous avez posée, moi je pense que... Ouais, je ne vais pas me mêler des affaires qui ne me concernent pas. Comme je vous l'ai dit, moi je suis citoyen, donc je prends mes positions. Et par ailleurs, je suis consultant sur le dossier, mais consultant sur le volet média. Donc les affaires, à partir du moment où on ouvre une procédure, parce que le directeur général a dit qu'il va remettre ça à la justice, donc la justice va fouiller et va voir clairement qu'il y a... Normalement, quand vous constatez que votre compteur ne tourne pas bien, vous devez logiquement informer la société, ça c'est la moindre des choses. Bon, mais moi je ne suis pas de la maison, je ne suis pas de BBCom, je ne suis pas de Canal 3. Je pense que les responsables sont mieux placés pour répondre à cette alors, à Paul, il s'agit quand même bien même d'une magouille qui est orchestrée par... qui date même depuis le régime des feux. Est-ce que c'est la faute forcément à Issa Saleh? Non, moi je ne vois pas que si la faute appartient à Issa ou bien appartient à la SBV, je crois que les responsabilités sont partagées de mon point de vue. Et ça a été fait en toute complicité avec les exécutifs. Oui, il y a une complicité. Comment se fait-il que vous avez des compteurs chez vous depuis, je sais pas, 2 ou 3 ans, on n'est jamais venu relever, on n'est jamais la société n'est jamais venue vous déposer des factures et vous restez là tout le temps à consommer. Vous devez vous poser des questions. Je crois que c'est à ce niveau-là que BBCom devrait se poser des questions. Et de la même manière, au niveau de la SBV... Peut-être l'État l'accompagne de façon indirecte. Ah ben, je ne sais pas quel accompagnement. Bon, pour revenir encore, pour remonter un peu dans le temps, il faut dire que BBCom n'est pas comme les autres opérateurs GSM. BBCom, dans l'obtention de sa licence, a bénéficié des conditions particulières. Par rapport à ce qu'on appelle à Télécel ou à Bénicel. Parce que c'est quoi? BBCom est greffé sur les installations de Libercom. Donc, il y a des installations, des investissements que BBCom devrait faire, que l'État béninois, étant donné que c'est un capital local, donc lui a permis lui a allégé les tâches et donc lui a permis donc de se greffer sur les installations de Libercom. Peut-être les tâches ont été allégées au niveau des factures à un moment donné. Je ne sais pas ce qui en est et je ne comprends pas. Du jour au lendemain, BBCom a cessé toute activité. Moi, je me dis, en dehors de ces qu'on appelle qu'est-ce que l'État a fait pour promouvoir en dehors de ces créances que l'État réclame, je dis, mais nous autres abonnés, j'en suis un, et je crois que d'ici là, je vais demander aux abonnés BBCom, il faut qu'on se regroupe rapidement là pour demander, réclamer nos droits. Mais écoutez, on a payé, qu'on appelle une puce de jeu, et puis on est en train de communiquer, et puis du jour au lendemain, on coupe, sans rien nous dire, sans rien nous expliquer. C'est pas normal. Comment une entreprise sérieuse peut se comporter comme ça? C'est pas normal, c'est ce qui s'est passé avec BBCom. Donc il faudrait également que les abonnés puissent également réclamer leurs droits. Et autre chose que je voulais dire, est que Agapit parlait tantôt du fait que l'État a donné son accord pour que BBCom soit vendu à l'opérateur, un opérateur nigérien qui aurait acquis 90%, et puis 10% à laisser à l'ancien opérateur. Alors, je crois que ces opérations ont démarré en mars 2016. Je crois qu'il n'y avait pas encore ce régime actuel. Et de mon point de vue, quand un nouveau régime vient, eh bien, il met les choses à plat et vérifie. Alors, de mon point de vue, à la lecture que j'en fais de ma position, est que c'est tellement que le régime actuel a constaté qu'il y a eu des vices dans cette procédure-là. Et c'est tout à fait normal, quand vous constatez qu'il y a des vices, étant des responsables, que vous prenez vos responsabilités. Et je crois que la révocation donc, de la licence de Libercom, de mon point de vue, rentre dans ce cadre-là. C'est tellement qu'il y a eu des vices que l'État a constaté que ce n'est pas normal. Parce que le Conseil des ministres, en révoquant la licence, a évoqué les raisons de ce que, fondamentalement, que BBCom ne respecte pas le cahier des charges. Et de ce point de vue, quand la décision a été prise, même au niveau de la CEP, les responsables de BBCom ont introduit un recours gracieux. Ça veut dire qu'ils ont accepté la décision que le gouvernement, à travers la CEP, la décision qui a été prise. Le recours gracieux a été rejeté parce que c'est quoi? C'est prévu, c'est accepté ou à rejeter. Donc, s'il y a une procédure à enclencher, il revient donc au responsable de BBCom d'engager la procédure au niveau de la Cour suprême ou bien au niveau des tribunaux du pays. Alors, dernier sujet et dernière question avant de passer à un autre sujet. Alors, sur le plan politique, aujourd'hui, on constate que l'honorable Saleh et le président Patrice Talon ne sont plus en bon terme, ils sont pratiquement en divergence, alors que lors de l'élection présidentielle
lors de l'élection présidentielle, ils étaient quand même des copains, des coquins. Non, ils n'ont jamais été amis. Hein. Côté vous l'avez qui n'a qu'à Ils n'ont jamais été amis, mais non, pourtant sa maison a été prise comme. Non, mais écoutez, s'ils avaient été amis, ils avaient été amis. Non, sa maison comment? C'est deux choses différentes. Non, non, c'est deux choses différentes. Est-ce que vous pouvez mettre votre titre de campagne chez votre ennemi? Non, non, pas du tout. Mais écoutez, c'est quoi C'est une maison qui a été régulièrement louée. Oui. Régulièrement louée. Oui, et donc, dans quelles conditions? Régulièrement louée mais c'est sur les conditions amicales. C'est une maison régulièrement louée. Je dis une maison, de mon point de vue, enfin, pour ce que j'en sais, régulièrement louée, donc payée. Donc, s'ils étaient des amis, enfin, pour ce que j'en sais, s'ils étaient des amis, non, est-ce qu'il y avait même il n'y avait jamais, de mon point de vue, relation? Parce que mais quand vous êtes avec quelqu'un, vous prenez des engagements vis-à-vis de la personne et vous ne respectez pas cet engagement, comme cela a toujours été avec cet individu, mais il y a problème. Est-ce qu'il n'y a pas d'amitié entre les deux? S'ils étaient amis, de mon point de vue, ils doivent certainement faire partie des personnes les tout premières à qui le candidat Patrice Talon d'alors s'en est ouvert pour dire je vais aller à la qu'on appelle une élection. Accompagne-moi. Alors, ce monsieur, il a été candidat au même titre que le candidat Patrice Talon. Donc, je ne vois pas. Est-ce qu'on va dire que c'est des amis politiques? De mon point de vue, non. Alors, Agapit, j'ai pas envie de rentrer dans ça. Moi, ce que je veux dire, c'est ceci. Je veux rester dans le dossier, purement dans le dossier. Et pour rester dans le dossier, je dis ceci. Le régime n'a jamais mis à place ce qui a été fait, puisque aucun texte n'est venu pour le mettre en place. Même la prolongation du délai ouais, tous les autres opérateurs, leur délai est choix. C'est ça, hein, le délai est choix. Cette année, mais BBCom a obtenu 5 années de prolongation de plus. Pourquoi? Parce qu'au moment où BBCom a introduit son plan de restructuration, pour céder 90% des capitaux à un étranger, l'ARCEP a accepté qu'on prolonge la durée parce que, estimant que le délai qui restait moins d'1 an ne permettrait pas au nouvel investisseur vraiment d'installer, de déployer son plan pour pouvoir payer, et en disant que le plan permettrait de payer les dettes vis-à-vis des créanciers. Donc, ce qui s'est passé, ça a été, et c'est un décret signé pratiquement le 5 avril. Donc, dans le lot des décrets dont le gouvernement a évacué certains à son arrivée, ce décret n'a pas été touché à l'arrivée du nouveau régime. Donc, ce décret est resté. Donc, pour moi, je dis, mais l'ARCEP, qui est maître de cette affaire, doit pouvoir expliquer par quelle alchimie vous autorisez une restructuration. Vous justifiez la vente. Vous-même, vous dites que oui, la vente permettrait de payer les dettes. Et curieusement, on a vendu en octobre, la procédure a été terminée en octobre 2016, et en avril, vous n'avez même pas dit pourquoi le nouvel opérateur n'est pas venu. Parce qu'ils n'ont pas facilité. On n'a pas facilité l'arrivée du nouvel opérateur. Hein, si le nouvel opérateur a eu les facilités d'installation, mais on a l'environnement n'a pas permis au nouvel opérateur. Et je pense qu'il faudrait écouter les gens de l'ARCEP. N'oubliez pas que également au niveau de l'ARCEP, il y a eu une situation d'instabilité. Aujourd'hui, on ne sait pas qui est l'ARCEP. Il y a une équipe qui est là, qui n'est pas reconnue. Il y a une décision de la Cour constitutionnelle qui a dit que le décret qui a chassé les autres est contraire à la Constitution. Malgré cette décision, on a attrait les gens devant le tribunal en disant qu'ils jugent le titre. Alors que ceux qui ont le titre, on dit qu'ils jugent le titre. En les extrayant devant le tribunal. Le tribunal dit qu'ils ont raison, eux, que les relâche prudemment simplement en disant qu'ils ont raison. Pourtant, il y a d'autres qui sont là, qui se revendiquent de l'ARCEP. Ça, c'est l'État béninois. Donc, à ce moment-là, vous comprenez que c'est une nébuleuse, on ne peut pas se retrouver dedans. Moi, j'estime que nous sommes au Bénin, on est en politique du Bénin, et c'est pas nouveau. Il ne faut pas dire que c'est du régime de la rupture, c'est du régime de ci ou de ça. Moi, tout on est dans une démocratie bizarre, on est dans un état bizarre, où tout marche totalement. Ce sont les accointances politiques. De manière anormale. Donc, amitié de talent avec Salé ou de Salé avec talent. Moi, je ne vais pas rentrer dedans parce que le pays tourne très mal. Le système est mauvais, je l'ai toujours dit. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas ceux qui sont arrivés en avril 2016 qui sont responsables de ça. C'est tout le système mis en place depuis 1990 qui est mauvais. Et au fur et à mesure que les années passent, ce système montre son visage. Il faut rompre avec ce système. Il est mauvais. Il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de bonne gouvernance. Il n'y a pas de respect du texte. C'est un régime, un système qui fonctionne avec l'abus de ceux qui sont au pouvoir. Et ça, je le dis, ce n'est pas de ceux qui sont là. Je n'attaque pas ce système, mais je dis, je n'attaque pas le régime actuel, le gouvernement qui est là. Mais tout le système est mauvais. Je l'ai toujours dit,
Mais apparemment, personne ne veut entendre. J'espère qu'on ne touchera pas le bout avec ça. Mais ce dont on parle, ce n'est pas qu'un dossier technique. Ce dossier a dépassé les limites techniques parce que les techniciens font leur travail. Mais il y a un volet, une forte dose politique qui est dans le dossier. J'ai écouté le secrétaire permanent de l'ACEP, le secrétaire exécutif de l'ACEP. Mais il était très cohérent. Très, très cohérent même. Mais sur le dossier Bébécom, il a été diplomate, j'ai aimé son habileté. Mais il n'a pas été en mesure lui-même d'aller au fond. Parce que, il est en place. Il a participé, M. Guédégbé, il a participé à tout le processus de restructuration de Bébécom. Et il a participé à tout ce qui a facilité le prolongement de la convention, la vente, l'autorisation de la vente des 90% des parts d'action. Et il a participé aussi aux sanctions. Donc c'est un monsieur dense. Sans doute qu'un jour il va nous livrer sa densité. Mais il a été très diplomate sur GovTV. Un mot sur ce sujet avant qu'on passe au non, le mot que moi pu dire est que l'opérateur économique et GSM, pardon, Bébécom, puisse donc emprunter les voies de recours, s'il y en a, et pour se faire entendre raison. C'est ce que je peux dire. Alors, nous avons le capitaine Patrice Tréquot qui est passé sur une télévision nationale qui a déclaré, je cite, la rupture c'est du vent. La rupture a mis en place un système qui est en train de vouloir piller les ressources du parc Pendjari. Agapit Maforikan, est-ce que vous avez suivi ces affirmations et qu'est-ce que vous en pensez d'un homme en uniforme? Oui, mais c'est un peu cela dont je parlais de tous ces systèmes. Vous savez, quand on est... Je respecte le capitaine, je respecte toute la charge, sa liberté, d'abord la fonction syndicale qu'il a, sa liberté de citoyen. Et sans doute sur ce qu'il a dit, ce qu'il a des informations pour le dire, sans doute. Mais il me semble qu'il fait partie des gens, ce qu'on appelle les corps habillés. Et quand on est dans ce système militaire ou paramilitaire, on est astreint à un certain nombre d'obligations. Je pense qu'il s'est livré, il s'est donné trop de liberté d'expression. Il s'est donné un peu trop de liberté. Je prends le risque de le dire. Il s'est donné un peu trop de liberté dans ce qu'il a dit, même s'il a raison par ailleurs, il connaît les voies de recours en tant que militaire ou paramilitaire. Il sait comment on doit s'y prendre. Mais est-ce que ce n'est pas dû au fait qu'il en avait marre? Parce que quand on entend qu'on va retirer les agents des eaux et forêts dans la gestion de la Pendjari, il se demande à quoi ils serviront. C'est un choix. Il a fait un choix. C'est ça que je voulais dire. Je voulais dire qu'il a fait un choix. En réalité, on est libre. La liberté, c'est ça. Je pense donc je suis. Donc à partir du moment où je pense donc je suis, je peux décider de m'affirmer. Je peux décider d'enfreindre les lois et d'en répondre. Hein, je vois le feu, je suis pressé, je brûle le feu et puis je paie la contravention. Hein, c'est comme ça, c'est ça. Donc, moi, je n'ai pas de jugement à porter sur ce qu'il a dit. Je pense qu'il a sans doute dit ce qu'il a envie de dire et il a reçu également ce qu'il doit recevoir comme sanction. Voilà. Alors, à Paul Mérico, je respecte, je dis, pour moi, il n'y a pas d'événement, il n'y a pas d'information. Voilà. Par contre, l'information à creuser, c'est peut-être les conditions de cession de Pendjari. Parce que dans ce qu'il a dit, il y a une information. Et peut-être l'information, c'est les conditions de cession. Et ça, on peut revenir là-dessus si vous voulez. Alors, à Paul Mérico, il a également évoqué qu'il y a un déficit de compétences au niveau du cabinet du ministère du cadre de vie, qu'il y a ces généraux qui sont en place, très compétents, et qu'on les laisse au détriment du cadre incompétent, qu'ils traitent d'incompétents. Je crois que ces déclarations font partie, effectivement, ce que Agapé a dit, de la déviance verbale du capitaine Tréquot. Parce que justement, il est un corps habillé, il doit savoir que... Vous savez, quand on fait le choix d'être dans une profession, dans une corporation, les règles de ce corps, de cette profession, vous devez les respecter, puisque vous les connaissez avant d'y aller. Donc si on dit que chez vous, on ne doit pas beaucoup parler, vous ne devez pas parler, vous devez la fermer. Et donc, de la même manière, moi j'ai fait le choix d'être journaliste, je sais que c'est un métier à haut risque, et je le sais, et pourtant je suis venu. Donc, s'il y a des conséquences à subir, c'est que préalablement, j'étais déjà informé et j'ai accepté d'y aller. Donc, la Constitution béninoise prévoit que le citoyen béninois ait la liberté d'expression, la liberté d'association garantie par l'article 25 de la Constitution. Mais en ce qui concerne les corps habillés, il y a ce qu'on appelle les forces de sécurité publique et assimilées par rapport à la loi qui les régit, la loi, si j'ai souvenir, 2015-20 de novembre-octobre 2015. Donc, certes, il y a des spécificités, puisqu'on a dit que c'est une loi spéciale qui les régit. Donc, il est dit dedans que par rapport à la déclaration du capitaine, je crois qu'il a été
un peu loin, comme l'a dit Agapi, il a été un peu loin. Et la conséquence qui est intervenue, c'est que c'était un arrêt de rigueur. C'est prévu par les tests. Oui, tout à fait. Alors, voilà, Agapit, lorsque l'État béninois, le gouvernement de la rupture, décide de céder la gestion du parc Pendiari à une structure sud-africaine, APN, African Park Networks, est-ce que vous ne voyez pas que l'État a fait un peu de trop? C'est vrai que l'Afrique du Sud est quand même une référence en matière de gestion faunique et de gestion de la faune et de la flore et en Afrique et même sur le plan mondial, mais est-ce que le gouvernement n'en fait pas de trop en laissant la totale gérance et gestion de ce parc? Écoutez, je n'ai pas lu le contrat. Je n'ai pas lu le contrat, donc je ne peux pas apprécier. Mais vous savez, l'État, c'est quand même... Vous savez, le gouvernement, c'est la politique de l'État en plusieurs matières. Donc, c'est l'exécutif. Si l'État décide, si le chef de l'État et le gouvernement décident de céder, donc la loi a prévu les formes de cession. Donc, si les choses se font dans... C'est pour ça que dans ce qu'il a dit, il y a de l'information. Quelles sont les conditions de cession? Si l'État respecte les conditions de cession, c'est son droit, c'est son plein droit. L'État n'a pas besoin de... On n'a pas besoin, les forêts n'ont pas été constituées pour être pour diriger un parc. Non, ils ont leur mission. La mission des forêts est connue. Et ce n'est pas des gardiens de ça. Donc, ils ne sont pas, pas des gestionnaires du parc. Ce n'est pas a priori cela. On va défiler avec... Donc, non, ils sont chargés de protéger la faune et la flore. Voilà. C'est vrai. Et ils ont les outils, ils ont les mécanismes. Mais est-ce qu'on peut les retirer de la gestion? Non, ils ont leur mission. Mais qui a dit qu'ils sont retirés? Ils ne sont pas retirés. Non, ils ne sont pas du tout retirés. Ils sont là pour assurer la sécurité de la Pendiari. Mais la gestion quotidienne qu'on appelle de la Pendiari, ça ne leur revient plus. Parce que c'est quoi? Mais il faut le dire. Mais écoutez, le mal de nos parcs nationaux, là, ce sont les eaux et forêts. Mais vous n'êtes pas sans savoir que des responsables des eaux et forêts, cohabillés, mais ils sont propriétaires de scieries dans Cotonou ici. De 5, 8, 10 scieries à Cotonou ici. Ce sont eux qui coupent les bois. Ça va comme ça. Et APN a une référence mondiale. Évidemment. A une référence mondiale. Et vous l'avez dit, c'est une structure sud-africaine. En matière de ressources naturelles par rapport au parc, vous connaissez l'Afrique du Sud. A dit, je veux des pays de l'Afrique méridionale. Ils n'en prennent que tout. Donc je crois que, non, si l'État, comme l'a dit Agapi, c'est l'État qui conduit, c'est le chef d'État qui définit la politique de l'État. Et donc qui conduit cette politique-là. Si le gouvernement, quelqu'un, le chef d'État décide donc de... Ce n'est même pas une session, c'est un affermage. Donc APN dirige ou conduit pour un temps donné, et puis l'État en son temps fera l'évaluation, et voici, bon, il faut toujours continuer avec APN ou bien prendre quelqu'un d'autre, ou peut toujours décider de faire revenir encore, qu'on appelle dans la gestion, entre les mains des eaux et forêts. Alors, nous faisons l'expérience et puis allons. Vous savez, quand vous retirez certaines choses, c'est normal que ça puisse ne pas vous plaire, voilà. Parce que sans doute ils tirent leur intérêt, voilà. Sans doute il y a des gens qui sont employés, donc c'est tout à fait normal, mais il aurait pu dire ça autrement. Il aurait pu, en tant que syndicaliste, il aurait pu exprimer ça autrement, mais l'État décide. Des voies légales. Et lui, c'est-à-dire que d'abord le fonctionnaire n'a pas, le fonctionnaire lutte pour sa survie, ses droits, voilà. Mais n'a pas à dire à l'État propriétaire de l'entreprise comment qui doit diriger. Pas du tout. Tant que les règles sont connues et les règles sont respectées. Donc, en la matière, je pense qu'il faudrait que nous finissions avec l'amalgame, que tout le monde, c'est la liberté, tout le monde parle. Oui, c'est bon de parler, mais il faut quand même que chacun parle dans son couloir. Mais quand il y a certains mots qui sortent, et surtout de gouvernement la part, ventilateur, voilà, surtout de la part d'un officier. Capitaine. Des forces armées de défense et de sécurité. Il est militaire ou paramilitaire, donc il est officier de toute façon parce qu'il porte les grades que les militaires portent. Donc c'est un officier, le capitaine est un officier supérieur. Un officier supérieur de son statut. Arrive à la télévision nationale. Comme ça, moi je suis. Est-ce qu'il est supérieur, un capitaine supérieur? C'est un officier. C'est un officier. Moi, je n'ai pas de commandant, officier supérieur. Mais de toute façon, le capitaine, c'est quand même pas n'importe qui. C'est un cadre de l'armée, des lieux forêts. Et quand il prend la parole, il doit savoir raison garder. Il ne peut pas parler comme les syndicalistes simples. Non, lui, il doit avoir de la retenue. Donc voilà, je pense qu'il faudrait que la sanction, que si c'est la sanction, elle est juste, qu'il l'accomplisse et que cela lui serve de leçon et puis aux autres. Ça ne veut pas dire que s'il y a des revendications, il ne doit pas revendiquer, il ne doit pas dire leur désaccord.
Il y a plusieurs modèles de revendication. De revendication. Il s'agit le ministre de tutelle, par voie hiérarchique. Peut-être qu'il l'a fait, il ne s'est pas fait entendre. Ah, en tout cas, il y a quelqu'un qui dirige et il y a d'autres qui doivent s'exécuter après avoir fait passer leur droit. Voilà. Alors, l'autre sujet qui a défrayé la chronique cette semaine, c'est Rachid Gbadamassi qui a effectué de graves déclarations concernant la gestion de Thomas Boniaï, qu'il a qualifié de gestion catastrophique, clanique, avec de gros scandales tels que ICC, Affaire Sensa et autres. Apollo Mérico, qu'est-ce que vous répondez à cela? On a dit, il y a une expression qui dit qu'il a bu boira. S'il n'en tenait qu'à moi, parce que c'est quoi? Ce monsieur, s'il fait cette déclaration, c'est qu'il veut, donc, qu'on appelle-t-on? Il a dit qu'il voulait cracher du feu. Hein? Non, il fait cette déclaration pour montrer au pouvoir actuellement en place qu'il est avec le pouvoir. Et de mon point de vue, la lecture que j'en fais, c'est une déclaration d'opportunisme. S'il n'en tenait qu'à moi, je crois que le pouvoir actuel doit se préserver de ce soutien-là. Parce que si celui-là, il avait été avec Kérékou, il a été avec Yahi Boni. Aujourd'hui, il dit qu'il est encore avec Talon. Demain, c'est avec qui? C'est vous? C'est Agapi? Mais c'est qui ici? Qui serait encore au pouvoir? Je ne souhaite à chacun. Il va dire encore qu'il est avec nous. Il faut que les gens cultivent un peu la morale en matière de la politique au Bénin. Et ce soutien, moi, je trouve que c'est un soutien de trop pour le pouvoir en place. S'il l'a fait aujourd'hui, demain, il le fera. Donc, ce n'est pas un soutien à prendre au sérieux. Alors, hier, il était avec ce régime-là, il n'avait rien dit. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, qu'il vient nous dire? Parce qu'en son temps, il a tenu des discours par rapport à l'affaire ICC. On avait à l'époque même inventé le délit de proximité. Il avait dit qu'il avait fait une conférence de presse dans laquelle il déclarait que notre code pénal a prévu, qu'on appelle deux régimes d'escroquerie, l'escroquerie simple et l'escroquerie par appel à l'épargne publique. Et puis il disait à l'époque pour indexer Maître Adrien Oubedi comme quoi il avait été ancien magistrat, ancien procureur et qu'il doit pouvoir donc connaître ces choses-là. Aujourd'hui, il trouve que, que ICC a été donc une vaste escroquerie organisée par le régime défunt et qui a été exécutée par le chef d'État. J'espère que le chef d'État l'a écouté et va pouvoir donc demander ses droits à ses avocats pour qu'on puisse interpeller cet individu-là pour qu'il vienne nous expliquer, parce qu'apparemment il doit en savoir beaucoup. Il faut qu'il vienne nous expliquer un peu ce qu'il en sait du SCC Service. C'est un soutien de trop, de mon point de vue. Alors, Agapit Mafourika, pour quelqu'un qui a tout le temps été l'un des grands griots du régime de changement, de la refondation dans le septentrion et qui aujourd'hui vient quand même aller totalement en contradiction avec ce qu'il a eu à affirmer, est-ce que ça ne frise pas à de l'amateurisme ou carrément une politique sans éthique? Non, ce n'est pas l'amateurisme. Je pense qu'Apollo a tout dit. Je ne sais pas si tout le monde pensait comme Apollo dans le camp, parce qu'en réalité, le chef de l'État a besoin de soutien. Mais il a soutenu Boniaï, Kérékou, après à Javon. Vous raisonnez différemment. Le chef de l'État raisonne différemment. Lui, il a besoin de soutien au Parlement. Badamasi est au Parlement. Et donc, j'ai l'impression que c'est le langage que le chef de l'État veut entendre. Tout flatteur veut dépendre de celui qui l'écoute. Et Boniaï a été dans ce lot. N'oubliez pas qu'il avait refusé certains soutiens en 2006-2007. La race de Gbadamassi, c'en était une, c'est mon grand frère. Je l'aime bien, Gbadamassi. J'aime son courage, parfois ça te mérite. C'est pas du courage, ça. C'est pas du courage? Mais parfois, je trouve qu'il faudrait parfois qu'il se regarde. Et qu'à force de servir la même chose aux gens, et on risque de se ridiculiser. C'est-à-dire que vous jouez, vous allez rayer. Gbadamassi ne connaît pas travailler. Quand Yahi Boni venait, il était en prison. Il était en prison dans une affaire qui n'a jamais été élucidée. Il a eu un non-lieu qui l'a permis de sortir. Mais il a oublié. Dans quelles conditions il a fait la cour à Yahi Boni. Et dans quelles conditions il est entré dans le sérail Yahi Boni. Il a oublié tout ce qu'il a eu à dire. Je crois Apollo a rappelé certains. Il a oublié que contre certains pontes de départ, de régime de changement, Yahi Boni a fait de lui tête de liste. C'est peut-être ça qu'il pense aujourd'hui. Donc il faudrait que la politique cesse d'être la case des opportunistes. Ça, je pense que le Gbadamassi, c'est une race d'opportunistes totalement sans foi ni loi, dont normalement les jeunes ne doivent pas du tout s'inscrire. Et quand on voit des gens comme ça à qui on donne des tribunes, moi je suis resté un peu parlé. J'ai vu Gbadamassi venir, Gbadamassi avec Amos Selegbe. Aujourd'hui j'entends, quand je vois ce qu'il dit, je vois comment mais non, c'est pas possible. C'est pas possible, non. Il faut qu'il y ait un minimum d'éthique. On ne peut ne pas être d'accord, mais quand on parle de la gestion de Boniaï, moi je vois, au-delà de Gbadamassi, je vois plein de personnes aujourd'hui qui crient, qui rallient. Mais justement,
la naïveté avec laquelle Yahya Boni aussi a géré, parce que je ne sais pas, je ne suis pas sûr que le président Talon laissera gérer avec une telle naïveté, en laissant ces races-là venir raconter n'importe quoi toute leur vie, parce que ça ne leur dit rien d'aller à la télé, broyer, aboyer, crier, râler, dire tout ce qu'ils veulent pour pouvoir avoir la part. Leur problème, le problème de Badamassi ne nous l'auront pas, c'est de se faire réélire en 2019, pas plus. Eux, c'est comme ça, pas plus ni moins. Et il fallait qu'ils donnent des gages sûrs. Et les gages sûrs, c'est de crier du feu, c'est de cracher du feu sur le régime de faim. Je pense qu'il se trompe, il me semble, parce que si c'est ça, il risque d'avoir du feu à Parakou. En tout cas, dans sa circonscription électorale, parce qu'il n'est plus seul. Hein. Je pense qu'il y a du monde un peu là. Je pense que c'est mieux pour lui, c'est plutôt de savoir raison garder. Mais comme je l'ai dit, c'est notre système qui est comme ça. Je l'ai dit tantôt. Le système est mauvais, il est très mauvais, et il permet à ces types d'individus de tourner, de se retourner, de se recycler. Hein. Ils font un système jusqu'à la lisière de la fin et ils se rebiffent. Et après, ils retournent dans l'autre système et ils se poursuivent. Je pense qu'à un moment donné, il faut siffler la fin de ces gens-là. Et moi, je prends au bout qu'on a la dernière déclaration d'Agapi pour dire que c'est là où je vis encore au regret du 4 avril dernier par rapport à qu'on appelle au projet de révision constitutionnelle qui aurait pu donc nous permettre de régler ces problèmes-là d'opportunisme pour le politique. Là. Parce que ce monsieur-là, vraiment... Moi, je suis même des fois choqué quand je l'entends parler. Mais comme nous sommes à l'aide du nouveau départ et de la rupture, nous pensons quand même que le nouvel air va souffler sur... Le nouveau départ, il faut que tu as commandé dans ta tête. Mais dans ta tête, il n'y a pas encore de nouveau départ. Il suffit qu'il ne soit plus réélu en 2019. Il y a encore de l'autre verset dans ta tête qui m'excuse. Parce que je trouve que c'est totalement opportuniste ce qu'il fait là. C'est totalement opportuniste. Et comme l'a dit Agapi, son problème ou son objectif, c'est de se faire réélire. C'est d'être sur la liste que peut-être en son temps, le chef d'État va constituer, donc pour se faire élire. Vous allez voir, s'il parvenait à cette fin, et il se fait élire en 2019, si effectivement il voit que le chef d'État ne se renouvelait pas, et que quelqu'un d'autre se positionne, il va encore commencer par encore médire de ce régime-là, pour rapidement se recycler pour le régime qui va venir. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les populations ne sont pas suffisamment mûres quand même pour contrer ces dérives? Malheureusement, notre régime politique actuel fait que, sans argent, il n'y a pas de direction. Et ce monsieur, vous voyez, chaque moment, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, je ne sais pas, il est encore allé dans quelques deux communes pour donner quelques prébandes de tout et tout là. Et puis les populations, ben, écoute, se laissent aller à tel jeu-là. Mais c'est ce qu'elles veulent. Les populations veulent le social, n'est-ce pas? Oui, mais le social, et justement, ce monsieur, il sait bien utiliser ça. Il sait bien utiliser. Ils savent partager les prébandes. Ils vont aller, c'est comme ils font du tombeau, ils font de la... Ils vont faire vendre de charité, ils font de la collecte des fonds. Et ils font collecte des fonds en appâtant les hommes politiques ou ceux qui avaient des moyens autour d'eux. Évidemment, c'est autre chose à faire. Donc, du coup, ils les appâtent et ils vont aller partager les prébandes aux populations qui ne demandent que ça. Mais regardez ce monsieur-là, pour la présidentielle de 2016. Mais il a été un soutien du candidat Sébastien Adjavon. En son temps, il y avait Patrick Talon qui était candidat. Et il fait le cri dans les journaux que j'ai lu aujourd'hui que c'est 20 ans d'amitié en lui, Patrick Talon. Mais ton ami qui avait été candidat et que tu ne l'as pas soutenu. Tu ne l'as pas soutenu. Et puis le monsieur devient président et du jour au lendemain, tu reviens encore pour dire que tu es à ses côtés. Le problème, c'est que ce sont les législatives de 2019 qui font courir les politiciens. On laisse à la jeune génération. Quelle leçon on laisse à la jeune génération? Quelle leçon on laisse à la jeune génération? C'est totalement amoral. Non, le problème, c'est, comme j'ai dit, c'est le système. Vous voyez, ce qui aurait été normal, c'est qu'on refuse, que le président refusait lui-même. C'est dans le soutien. C'est ça. Oh, le président ne refusera pas. Oui, en politique, c'est l'addition, la multiplication. C'est pas que lui, il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui disent, mais si il dit couchez-vous, je me couche. S'il dit amusez-vous, s'il dit n'importe quoi, oh, c'est ça la fidélité. Mais la fidélité, aujourd'hui, ces gens ont dit, on change de camp. On change de camp soit avec le système. C'est eux qui ont bénéficié le plus du système Yahi. C'est eux qui faisaient et refaisaient, tournaient et retournaient. C'est eux qui plaçaient, c'est eux qui changeaient, c'est eux qui refondaient. Mais aujourd'hui, ils sont avec le pouvoir. Mais le pouvoir ne les rejette pas parce que l'arithmétique du député parlementaire est différente de nos élucubrations, sur les plateaux de politiciens, d'éditorialistes. L'arithmétique est que le chef d'État a besoin d'une majorité. Et il est en train de faire son montage. Et donc, individu par individu,
à 100 fois ou à 20 fois, lui, il a besoin du monde. Et c'est cela, justement, qui fait perdurer ce système-là. Il va faire avec eux. Il va peut-être atteindre ses buts. Après, il va les lâcher. Ils vont le quitter. On en a vu avec Ajaraï sur Yaïboni. On a vu, Ajaraï a été la boudé Yaï, il a créé l'espoir. Après, il a été membre du gouvernement de Yaï. Après, il est sorti du gouvernement. Il a défendu le système au Parlement. Après, il est devenu anti-Yaï. Donc, ils sont nombreux. Encore que Ajaraï, je le respecte beaucoup plus que ces races. D'opportunistes. D'opportunistes totalement amoureux. Donc, c'est pour dire simplement quoi. Moi, c'est mon grand frère. Il peut se fâcher un peu. Mais je dis, il faut qu'il se ressaisisse un peu. Moi, honnêtement, il faut qu'il sache, ces gens de... Faut pas, je peux aller vers le nouveau pouvoir. Mais pas en crachant dans la soupe dans laquelle j'ai mangé. Mais c'est pas à ton avis qu'on change, c'est dans ta veine, c'est pas lui seul. Ce n'est pas lui seul. Parce que j'ai vu les Degla. Degla était ministre de l'Intérieur quand cette affaire d'empoisonnement est arrivée. Retouchons aux cassettes. C'est ce qu'on Degla a dit. Aujourd'hui, ces gens-là, tous sont avec le nouveau pouvoir. Ils disent des choses. J'ai vu au Koulala, j'ai vu plein de choses. Il y a une race de personnes, de citoyens, que normalement la nation doit dénoncer parce que c'est des opportunistes, c'est des menteurs, c'est des violateurs de conscience. C'est-à-dire que c'est des gens, honnêtement, qui ne méritent pas qu'on les respecte parce qu'ils ne se respectent pas. Même si les enfants les regardent à la maison, moi si j'avais des petits, mon papa était dedans, je vous jure que je serais violent à la maison. Je ne veux pas que les enfants soient violents. Mais c'est pour dire que honnêtement, il faudrait que c'est dommage que notre opinion publique est tellement apathique qu'on laisse ces individus-là sillonner, circuler, et ça fait qu'ils continuent. Non, je pense qu'il faudrait s'indigner contre eux. Et ce n'est rien de mauvais, ce n'est rien d'anormal, ce n'est rien de méchant contre eux, mais on a besoin quand même qu'une certaine éthique prévale au niveau de la politique. Je crois que le régime de la rupture va pouvoir nous permettre donc de rompre avec ces mauvaises pratiques-là. Ça t'en est trop. C'est bon maintenant comme ça. Là. Merci à vous, Apollo Emerico. Je rappelle qu'Agapit Maforika est consultant média en communication, il est également éditorialiste. Apollo Emerico Adjovi est journaliste au quotidien Le Matinal. Mesdames et messieurs, c'est ces mots que je mets un terme à l'émission Info Hebdo de ce jour. Merci de l'avoir suivi. Le rendez-vous est pris pour le week-end prochain pour un autre numéro avec d'autres confrères. D'ici là, portez-vous bien et agréable week-end à vous.